Il est toujours difficile et pesant de parler du viol. Difficile parce que c'est complexe d'appréhender le sujet. Difficile surtout parce que la société semble souvent être du côté du bourreau. Que faisais-tu là-bas? Qu'avais-tu porté? Tu l'as aguiché. Pour dire que c'est de ta faute, c'est de la faute de la victime. Comme si c'était un crime que de porter ou de s'habiller sexy. En 2021, il est toujours aussi difficile pour la victime de dénoncer son violeur et de raconter le cauchemar vécu. Même si elle se rend bien compte qu'après être violée, ce n'est pas que sa chair qui est atteinte, violée, souillée, salie. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission panafricaine, l'émission qui dessine une carte postale de l'Afrique au féminin. Nous sommes au Sénégal, pays de la Teranga, au musée des civilisations noires. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de choisir EDAN pour vous informer et pour vous divertir également. Vous êtes dans votre émission panafricaine, l'émission qui dessine une carte postale de l'Afrique au féminin. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir sur ce plateau deux invités qui vont parler du thème qui nous réunit, le viol. Nous allons essayer de libérer la parole sur ce plateau. Mesdames et messieurs, accrochez-vous. Il est temps, au Sénégal et ailleurs, partout en Afrique et dans le monde, que les femmes et les victimes en général disent « ça suffit »,« dafa doy »,« balance ton porc »,« me too ». Nous essaierons ensemble de libérer la parole avec Angela Pedia, qui est journaliste à la télévision publique béninoise, et Madame Jay, coordonnatrice de la maison et de la boutique de droit de Thiès. Mesdames, merci d'avoir accepté de répondre à l'invitation de Panafricaine. Angela, merci, bienvenue à Dakar. Merci à vous, Nina. Merci de m'avoir invitée. C'est tout un honneur pour moi. Merci vraiment de m'aider à partager mon expérience avec les autres femmes. Merci à vous d'avoir accepté de le faire. Seynabou Dieng Jay, bienvenue. Merci Nina, bonjour à vous. Je suis vraiment honorée de faire partie de cette émission avec un thème aussi important et crucial qu'est le viol. Merci beaucoup, merci. Angela Pedia, le 1er mai 2020, vous avez fait un post sur les réseaux sociaux et sur Facebook. Je vous cite, « Il était mon professeur. De nombreuses années se sont écoulées, de longues années au cours desquelles j'ai usé d'astuces pour me soustraire de l'emprise de mes bourreaux. Parfois même, j'y ai laissé quelques plumes, comme au cours secondaire. » Je m'en arrête là. Pourquoi, à ce moment précis, aviez-vous décidé de libérer la parole? Vous savez, le parcours, il est long. Libérer la parole n'a jamais été facile, mais ça fragilise lorsqu'on n'a pas libéré la parole. Et en fait, ce poste vient après un autre au cours duquel j'ai essayé de dénoncer le harcèlement sexuel en milieu professionnel. Et à partir de ce moment, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens, qu'il y avait beaucoup de femmes, j'allais dire, qui avaient le même problème que moi et qui n'avaient pas eu le courage d'en parler. Et donc, pour être le porte-voix de cette femme-là, j'ai décidé, moi, en tant que journaliste, de prendre les devants et d'accompagner toutes ces personnes-là, toutes ces femmes-là qui, en fait, n'arrivent pas à parler. Et si moi, j'ai décidé ce jour-là de finalement parler de ce professeur, moi, je n'ai jamais, en fait, gardé le silence.
Par contre, la société m'avait obligée à subir certains de mes professeurs, certains de mes bourreaux en matière de viol, tout simplement parce que le violeur, il n'est jamais loin de la famille. Même quand vous en parlez à l'intérieur de la famille, notre société africaine est faite de manière à vous dire que le linge sale, il se lave en famille. On ne s'occupe pas de la personne qui est victime, mais on pense plutôt à la honte. Une femme qui a été violée, c'est une femme indigne, c'est une femme qui va apporter de la honte à la famille qu'elle porte, le nom qu'elle porte. Et donc, on vous confine dans un certain silence. Et moi, je voulais, en faisant ce post-là, dire à toutes les femmes que ce n'est pas une honte. La honte devrait être pour la personne qui a fait cet acte-là, l'auteur de ce viol-là. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Une personne qui a été violée porte cette croix-là jusqu'à ces vieux jours. Parce qu'aujourd'hui, j'ai bien compris que je porte les stigmates de ces viols successifs que j'ai connus, ce qui fait que je n'ai forcément pas confiance en l'homme qui se retrouve devant moi. Parce que plus tard, moi, j'ai même divorcé. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi je n'ai jamais pu, en fait, avoir une relation correcte jusqu'à la fin avec un homme. Je suis tout le temps en train de vouloir être celle qui contrôle la relation. Combien de fois avez-vous été violée? Ça va être difficile de compter. Ça a commencé quand j'avais 5 ans. Mais à l'époque, je n'en savais rien. C'est quand j'ai été violée à 17 ans, lorsque j'ai eu mon bac, que les images de cette personne qui m'avait violée à 5 ans me sont revenues. Et donc, c'est une cousine qui va me raconter comment j'ai été violée, en fait, à 5 ans. Mais à 10 ans, je me rappelle également que j'ai un parent proche qui m'obligeait, en fait, c'est difficile, à lui faire des fellations, qui essayait de me prendre toute ma dignité, ce que j'avais de plus précieux. Et puis, à 17 ans, quand j'ai eu mon bac, c'était aussi quelqu'un qui était proche de moi, mon cousin. J'ai pris, en fait, ma virginité et puis toutes mes excuses. Vous l'aurez compris, il est très difficile, je le disais à l'entame de cette émission, de parler du viol. Nous sommes touchés dans notre chair, dans notre âme. Nous sommes souillés, salis. Et quand je dis nous, au nom de toutes ces victimes, hommes et femmes de viol, et surtout de femmes, nous disons le nous. Angela, nous comprenons que c'est très difficile d'en parler, mais étant donné que nous nous sommes donné le challenge de libérer la parole pour les autres qui ne peuvent pas en parler, étant donné que nous sommes la voix des sans-voix et que nous sommes obligés de porter cette voix, nous allons essayer de continuer cette émission avec beaucoup de sérénité et de dire encore une fois « dafa doy » en wolof, qui veut dire en français « ça suffit ». Oui, ça suffit. Et donc, je disais que quand j'étais petite, déjà à 5 ans, j'ai été violée. À 10 ans après, un parent proche de mon sang, d'ailleurs, m'obligeait en fait à lui faire des fellations. Après, ce fut vraiment dans la violence que j'ai perdu en étant déjà assez grande, à 17 ans, lorsque j'avais mon bac, ma virginité. Et plus tard, dans mon parcours professionnel aussi, dans l'exercice de mon métier, parce qu'à la base, moi, je suis ingénieure biotechnologiste, pour dire que j'ai fait le laboratoire. Donc après, quand j'ai fait le journalisme, je me suis spécialisée en santé. Donc, dans le cursus sur mon parcours, j'ai été encore violée, cette fois par un médecin
un médecin anesthésiste réanimateur. Il est burkinabé. J'espère bien qu'il saura actuellement se reconnaître. Donc, ce médecin-là, il m'a endormie. Et c'était dans l'exercice vraiment de mon métier. J'étais allée donc pour négocier qu'il nous parle du coma précisément. Donc dans nos échanges, il m'a donné quelque chose à boire. Moi j'ai bu, mais après, quand je me suis réveillée, j'étais nue et il a commencé par m'expliquer que là, il s'était protégé de ne pas avoir peur du VIH/SIDA. C'était toute ma consolation. Et quand je suis revenue au boulot, j'en ai parlé à mon rédacteur en chef. Le rédacteur en chef qui me dit, mais si tu fais des histoires avec ce problème, c'est ton mari qui n'était pas à côté de moi, qui va s'en faire, qui va te croire, des choses comme ça. J'ai essayé d'avoir quelques preuves, mais là encore, j'ai dû prendre mon mal et me traiter, moi, me guérir de ça comme ça. Mais donc, à un moment donné, moi, j'en avais vraiment marre. J'en avais vraiment marre d'être là comme un objet sexuel. Chacun vient, veut goûter. C'est comme si, à force d'inférioriser la femme, on exprimait une certaine virilité. Et à un moment donné, moi, je me suis dit, oh là, stop. Et c'est comme ça que je vais faire un post le 1er mai 2020 d'abord contre le harcèlement sexuel avant de me décider finalement à m'occuper du viol et des violences faites aux femmes de façon générale à travers une ONG que j'ai appelée N'aie pas peur parce que j'ai constaté que sur tout le cursus, c'est la peur, c'est la peur. Et c'est pour ça que les femmes n'arrivent pas à libérer la parole. Et je suis mère de 2 enfants, une fille, un garçon, et je n'aimerais pas que tout ça, ça arrive à ma fille, étant donné que avant moi, ma mère, elle a aussi été violée et elle m'avait raconté tout ça. J'ai peur que ce ne soit de mère en fille et que ce sera sur toute la génération. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Angela Pedia, merci. Merci encore une fois. Je vous disais de vous accrocher. Mais au-delà de vous accrocher, je pense qu'en libérant la parole, nous allons toucher tous ces cœurs, mais toutes ces consciences, pour dire que le corps de la femme n'est pas un objet et n'est pas un terrain où on veut entrer et s'amuser comme on veut. Madame Jay, vous êtes coordonnatrice d'une boutique de droit à Thiès. Vous rencontrez souvent des victimes de viol. Effectivement. Comment vous les recevez? Comment ça se passe? Effectivement, Nina, comme vous dites, libérer la parole permet de lutter contre l'impunité, effectivement, contre les viols, les violences de façon générale, les viols en particulier. Au niveau de la boutique de droit de Thiès, nous recevons des victimes de viols accompagnées de leurs parents et que c'est une violation de l'intégrité physique et morale de la personne. Et les plus exposées, ce sont les femmes et les filles. Et parmi les victimes aussi, elles sont âgées de 18 mois à 35 ans. 18 mois à 35 ans. Vous avez eu des victimes de 18 mois? Oui, de 18 mois. Une victime de 18 mois, 2 ans, 3, 4, 5. Les moins de 10 ans occupent la majeure partie. Ensuite, jusqu'à 35 ans. Ce sont les différentes victimes que j'ai eu à recevoir au niveau de la boutique de droit de Thiès. Vous en recevez combien par mois? Combien par année? Quelles sont les statistiques? Environ une vingtaine par trimestre. Par trimestre? Oui, et ce sont ceux qui saisissent la boutique. Ça n'a rien à voir avec celles qui n'en parlent pas ou celles qui saisissent elles-mêmes les juridictions nationales. Merci, Madame Seynabou Dieng Jay. Nous allons revenir à vous, mesdames, tout de suite. En attendant, nous recevons sur ce plateau notre chroniqueuse, Mariam Faye, que vous connaissez très bien sur les réseaux sociaux, qui est très engagée, qui parle de tous les maux dont nous souffrons dans notre société. Ce
Selon les statistiques, 90% des survivantes connaissent leur agresseur. Là-bas, à Mour, une jeune fille de 15 ans, violée par son camarade de classe de 19 ans, digne fils d'un père violeur et écroué par le passé. Il filme son viol et le partage avec ses camarades de classe, menace la petite de la tuer si elle pipe mot. La mère porte plainte. L'école dit attendre la fin de l'année scolaire pour exclure le jeune violeur. Et ça paraît normal. Il n'y a pas si longtemps, une petite fille de 13 ans, séquestrée par l'ami de son père et vendue aux plus offrants pédophiles de la place, violée à tour de rôle pendant 10 jours, ici, à Dakar. Il y a quelques mois, on nous annonce une dizaine d'enfants violés dans un dara. Le violeur demande le souterrain. Le violeur demande qu'on ne gâche pas sa vie. Le violeur négocie avec les parents de la victime. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai entendu aucune poursuite contre le violeur ou contre le dara. Et ça paraît normal. C'est toi qui es violée, mais c'est ta mère qui a honte d'aller au tribunal. C'est toi que la société accuse d'être une aguicheuse, une menteuse, celle qui va amener la discorde dans la famille. Parce que ton violeur est un membre de la famille. Ce sont les femmes qui sont violées et on les oblige à donner le sein à l'enfant de leur père, de leur oncle ou d'un quelconque sous-homme. Alors que si le protocole de Maputo, signé par les pays africains, était appliqué, elles auraient droit à un avortement médicalisé, à la place de rejoindre les milliers de femmes qui croupissent déjà dans nos prisons pour infanticide. Triple peine. C'est toi qui es violée, mais on te demande d'expliquer pourquoi. Oui? Pourquoi tu étais dans sa chambre si tu ne voulais pas? Pourquoi tu as mis une jupe courte si tu ne voulais pas être violée? Eh, non mais pourquoi tu as une poitrine généreuse si tu ne veux pas être violée? Pourquoi tes formes sont si saillantes si tu ne veux pas être violée? Pourquoi tu lui souris si tu ne veux pas être violée? Oui, pourquoi? Pourquoi tu es violée? Allez, explique. Pourquoi? Comme si la burqa était un frein au viol. Si tu n'as pas un peu de chance dans ton malheur, comme Binta Kamara à Tamba, de tentatives de viol avortées, ça aboutit à un meurtre. En plus, ton assassin non démasqué encore a le culot de pleurer avec ta famille, d'accuser quelqu'un d'autre à sa place, faire partie des hommes qui vont te mettre 6 pieds sous terre, témoigner sur les réseaux sociaux ô combien tu étais une femme bien et de bonne famille. De me rey la, soul la, jale la. Et si on parlait féminicide, le saviez-vous? Près d'une femme sur 3 dans le monde a déjà subi de la violence physique ou sexuelle de la part de son partenaire intime. Retenez, féminicide, c'est-à-dire la politique de tuer les femmes. En Afrique du Sud, 3 féminicides par jour. En 2017, 50 000 femmes ont été tuées dans le monde par leur partenaire ou un membre de la famille. En Asie, 20 000 femmes assassinées. En Afrique, 19 000 femmes. Aux États-Unis, 8 000. En Europe, 3 000. On nous apprend que l'endroit le plus dangereux pour la femme dans 4 des 5 régions du monde, c'est la maison. Oui, c'est à la maison où on tue le plus les femmes. Mon grand-père disait, un pays qui fragilise les personnes qui représentent plus de la moitié de sa population ne pourra jamais, jamais émerger. Et ils disent qu'ils nous aiment. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en cours, vous êtes dans votre émission panafricaine et nous venons de suivre la chronique de Marième Faye sur le viol. Angela, Madame J, après avoir entendu cette chronique, comment vous vous sentez? À quoi avez-vous pensé en entendant Marième Faye parler de statistiques? Moi, précisément, à mesure où elle racontait, elle parlait tout à l'heure, je tremblais. Je revoyais défiler devant moi un pan de ma vie où c'est moi qui étais celle qui aguichait, effectivement. Personne ne s'occupait de moi. On passait le temps, et même jusqu'à présent, à protéger le bourreau. Le rapace sexuel, c'est lui qu'on protège. Et donc, quand elle parlait, franchement, je tremblais, mais en même temps, il y a une rage mélangée d'une peur qui m'animait. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai une fille. Donc, j'ai peur
qu'elle aussi, elle ne subisse ça. En plus, quand j'ai mal et que je veux réagir, la rage, c'est faire quelque chose pour que ça s'arrête. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire, comme elle a dit, construire une société avec des femmes qui sont malades. Parce que quand nous sommes violés, après, nous ne nous portons pas bien. Et en Afrique, la psychologie est le parent pauvre de la prise en charge. Personne ne s'occupe de nous. Et la société nous soumet à rester dans la peur, dans la honte. Voilà mon corps qui est souillé. C'est l'autre qui m'a pris ce que j'ai de plus cher. Vous voyez, quand on vient cambrioler quelqu'un, on ne lui demandera pas mais pourquoi tu as laissé ta télévision là, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais elle a bien décrit ça. Quand on vous viole, on vous posera des questions. Pourquoi tu t'es retrouvé là? Pourquoi tu ne t'es pas débattu? Pourquoi tu l'as laissé faire? Des choses qui, en plus de ce que vous êtes en train de vivre, viennent encore vous faire plus mal, vous enfoncer dans un tunnel sans fin. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas normal. Madame Seynabou Dieng, comment se sentent les victimes quand elles arrivent chez vous? Et quel est le commentaire que vous faites de la chronique de Maria? Personnellement, je me suis sentie impuissante et c'est un sentiment qui m'arrive très souvent face à des victimes traumatisées, peureuses, désorientées et déshonorées, humiliées aussi, ainsi que leur famille, la mère particulièrement. Et j'ai même une fois assisté à un père de victime âgé de 70 ans qui a succombé devant nous parce que sa fille âgée de 4 ans a été victime de viol. Donc, ces victimes qui nous saisissent espèrent rétablir dans leurs droits. Et des fois, plusieurs paramètres entravent cela. Des fois, elles n'arrivent pas à se retrouver, elles n'arrivent pas à se départir de ce traumatisme. Ça me pose vraiment problème. Maria? Oui. Alors moi, j'ai... Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends Angela, quand tu... Impuissante aussi. Et c'est vrai que quand on se dit qu'on vit dans cette société-là, où il y a tellement de violence, parce que il y a le viol, il y a les féminicides, il y a tellement de choses. Et quand on a des enfants aussi, quand les gens qu'on aime aussi à côté de nous, du coup, on se retrouve à vivre en quelque sorte dans la peur. Et avec cette loi aussi du silence qui existe, où quelqu'un qui se fait violer, quelqu'un qui subit, la victime, on lui demande presque de se terrer. De se terrer, de se cacher, voilà. de ne rien dire. Et donc ça, c'est encore beaucoup plus frustrant et ça fait encore très mal. Et moi, je voudrais savoir, est-ce que, par exemple, l'AJS peut se porter, en fait, partie civile pour poursuivre directement un violeur, même si la famille ne veut pas porter plainte? Présentement, non, malheureusement. Aucune organisation de défense des droits humains, la justice en particulier, ne peut pas, pour le moment, se porter partie civile et s'installer dans une cause pour la défense d'une victime de violence. Tout ce que nous pouvons faire, c'est l'assister, assurer sa prise en charge holistique et intégrée pour remettre la victime dans sa situation de départ. C'est-à-dire une prise en charge à plusieurs niveaux, à travers l'installation de ces centres d'accueil et d'assistance des victimes de violences basées sur le genre, un peu partout à travers le Sénégal, appelées boutiques de droit, où la première chose à faire, c'est assurer l'accueil, une écoute attentive et active à la victime et à sa famille, lui assurer une prise en charge juridique et judiciaire, une prise en charge médicale, mais aussi psychosociale, une prise en charge sociale et psychologique. C'est ce que nous faisons au niveau des boutiques de droit. Pour ce qui est de la prise en charge, pour ce qui est de l'accueil d'abord, les femmes juristes dans les différentes boutiques de droit
sont formés en écoute et en counseling. Ils y arrivent à bien s'entretenir avec la victime. Et une plainte est rédigée dans un premier temps, si ce n'est pas déjà fait, pour saisir les juridictions compétentes. C'est la police, la gendarmerie ou le procureur de la République. Ensuite, commettre un avocat pour assurer la défense de la victime et un huissier pour assurer la prise en charge psychologique de la victime. C'est ce que nous faisons au niveau des boutiques de droit. Oui, voilà. Si par exemple la victime a saisi elle-même la juridiction sans pour autant passer par les boutiques de droit de l'AGES, là aussi un avocat est commis gratuitement à l'endroit de la victime, mais à la charge de l'AGES pour l'accompagner, l'assister. Est-ce que vous est arrivé que, par exemple, une famille ne veuille pas du tout amener l'affaire devant le juge et que vous arriviez à les convaincre? Effectivement, ça arrive très souvent. Mais là aussi, c'est à travers les séances de sensibilisation, à travers les émissions radio, les formations et les causeries que nous faisons ces formes de sensibilisation. Mais on peut aussi dénoncer, et ça nous arrive très souvent. Moi, les autres coordonnatrices des différentes boutiques de droit dénoncent auprès du procureur. On ne s'installe pas dans la cause, mais on informe le procureur. Et là, ils se saisissent. Mais il nous arrive aussi de convaincre les victimes à saisir la justice et à continuer la procédure, à ne pas désister. Votre action est de faire en sorte que la peur change de camp. Au Sénégal, la peur a changé de camp. Mais il y a encore des résistances et il y a du travail à faire. Je veux parler de la loi qui a été promulguée le 10 janvier 2020 au Sénégal, une loi qui criminalise le viol et la pédophilie. Nous suivons ce reportage et nous revenons sur le plateau de Panafricaine. La loi criminalisant le viol a été ratifiée. Elle a été votée fin décembre. Elle prévoit que désormais, le viol soit puni par des peines de réclusion criminelle, des peines de 10 ans au minimum. Les personnes vulnérables victimes de viol sont protégées, une protection des plus renforcées. Mais cette loi est-elle en leur faveur? Cette loi a été votée justement pour la protection des personnes victimes de viol. Que ce soit des femmes, des filles ou même des garçons, parce que dans les statistiques qu'on a eues, on a eu des hommes également qui ont été victimes de viol, notamment des garçons. Est-ce que cette loi est en faveur des victimes? La première fonction de la loi est de protéger et de défendre. Donc cette loi ne peut être qu'en fonction, qu'en faveur des victimes. Deuxième aspect, cette loi a été votée à l'unanimité par les parlementaires. Rarement une loi a trouvé, en tout cas, pareille attention. Et cette loi, c'est la loi 2020-05 du 10 janvier 2020. Cette loi votée, la loi 2020 a été promulguée le 10 janvier 2020 et le 13 janvier, cette loi a été portée au journal officiel, ce qui lui donne une immédiateté d'application. Des avancées, mais des difficultés demeurent quant aux mesures d'accompagnement. Une personne victime de viol est psychologiquement atteinte. Et c'est la raison pour laquelle, dans les mesures d'accompagnement, les organisations nous avions demandé, les organisations de la société civile, des mesures d'accompagnement pour accompagner la loi. Et ces mesures d'accompagnement sont axées sur la prise en charge juridique, la prise en charge psychologique et la prise en charge médicale. Une bataille de gagner pour les organisations féminines qui continuent d'œuvrer en vue de sensibiliser. Quand il y a viol, elle n'a qu'à aller jusqu'au bout. Oui, elle n'a qu'à aller jusqu'au bout sans avoir peur de rien. Parce que la loi actuellement protège les femmes. Les femmes sont protégées vraiment par la loi. Action participative, cette jeune fille se joint à la lutte. Un clip dédié aux victimes de viol. Suma fàttali ko benn samedi ci ngoon
On a choisi de traiter l'histoire de Binta Camara qui a été connue de tous. Donc j'ai fait du storytelling. J'ai raconté l'histoire pour ensuite prendre part et parler aux violeurs pour montrer comment ce fait est là, comment ce fait est à combattre et à punir. Voilà, c'est pourquoi j'ai fait ce son-là. Des statistiques, 668 cas de violence répertoriés sur mineurs, 706 agressions sexuelles, 15 femmes tuées et plus de 1200 cas de viol, des chiffres même en dessous de la réalité. Reportage réalisé par Aïssatou Paye et Eloge Kiki. Madame Jay, ces statistiques vous parlent? Oui. Et voilà, comme ils disent, la loi 2020-05 du 10 janvier 2020 criminalise intégralement le viol et la pédophilie. Il y a plusieurs niveaux, plusieurs nouveautés, telles que il n'y a plus de peine délictuelle, c'est-à-dire de 5 à 10 ans, avec la possibilité de concevoir des circonstances atténuantes. Mais maintenant, c'est de 10 à 20 ans de réclusion criminelle, avec des prescriptions qui passent de 3 à 10 ans. Mais ça pose problème sur l'établissement, notamment l'établissement des preuves de l'acte de viol. Par exemple, certaines familles de victimes de viol, dès l'instant qu'il y a commission de l'acte, ils font la toilette, ils enlèvent les habits souillés, ainsi de suite, ainsi de suite. Les certificats médicaux aussi posent problème, parce qu'il y a certains professionnels de la santé, un peu frileuses, hésitent à raconter ce qu'ils ont vraiment, réellement constaté. Ils mettent tout court hymen ancienne, destruction de l'hymen ancienne, destruction, déchirure ça et là, ça et là. Et là, ça ne permet pas aux juges, par exemple, de faire une bonne lecture du viol. Alors là, il y a aussi des instructions qui peuvent durer jusqu'entre 3 et 4 ans. Là aussi, ça pose problème. Certains juges aussi sont assez frileux, j'ose le dire, je vais le dire. Ils n'appliquent pas le texte dans toute sa rigueur. Là, ça pose problème. On va y aller tout doucement parce que là, on a besoin d'être très pédagogue et d'expliquer à ces victimes de viol qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire de façon pratique quand on est violé? Quelle est la première chose que moi, violée, je dois faire? Aller directement vers le personnel de santé. C'est la première chose à faire pour qu'ils constatent aussi bien l'état des parties et faire des prélèvements vaginaux pour qu'il y ait des liquides séminaux, des prélèvements, des ADN et ainsi de suite. C'est la première chose à faire. Je ne dois pas me doucher. Je ne dois pas faire de toilette. Je ne dois pas enlever mes habits. Effectivement. On ne doit rien enlever en premier temps. On ne doit rien enlever. Quelle est la deuxième étape? La deuxième étape, c'est de saisir la justice. C'est de porter plainte au niveau de la police, de la gendarmerie ou devant le procureur de la République. Ceux qui ont la possibilité, par exemple, de se rapprocher d'une boutique de droit de la jeunesse peuvent aussi le faire. Là, elles seront prises en charge à tout point de vue et de façon holistique et intégrée. C'est ce qu'il y a lieu de faire. La troisième étape, c'est de dénoncer. Je l'ai même dit en premier lieu. Dénoncer, dénoncer, dénoncer. Ne pas avoir peur, avoir la tête sur les épaules. Et la prise en charge aussi concerne les parents qui sont victimes de premiers ricochets. C'est ce qui est fait de telle sorte que les parents ne vont pas demander à leur enfant pourquoi vous étiez là-bas, qu'est-ce qui a fait ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Eux aussi, les parents, la mère particulièrement, a besoin d'être prise en charge psychologiquement pour pouvoir accompagner et rassurer son enfant victime de viol. Oui, je pense que dans toutes nos sociétés africaines, ça se passe en réalité comme ça. La loi qui a été promulguée ici à Dakar, elle est déjà il y a très longtemps dans notre pays, à nous, au Bénin. Mais je pense que les mêmes problèmes subsistent de part et d'autre dans les sociétés africaines pour dire qu'en réalité, tout à l'heure, on parlait des étapes à suivre quand on a subi un viol. C'est déjà d'aller effectivement
à l'hôpital et avoir un certificat médical. Mais le problème, par exemple, dans mon pays, c'est que à l'hôpital, on va vous demander la réquisition d'abord, disons, de la police. C'est la police qui va demander, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais c'est la police qui doit, le personnel médical, s'il est d'accord à faire l'examen clinique pour pouvoir faire le certificat médical, il va quand même d'abord demander la réquisition de la police. Et c'est ça le parcours du combattant. Vous voyez déjà une personne qui est victime d'un viol, qui doit encore aller de la police à l'hôpital, des choses comme ça, si bien que... intérieurement, vous vous demandez, bon, il vaut mieux que je laisse tomber. Mais nous sommes en train justement de lutter contre le fait qu'il faille aujourd'hui laisser tomber. Et dans mon cas, par exemple, précisément, moi, j'étais à 17 ans, j'étais allée voir un médecin qui a même établi un certificat de viol. Malheureusement pour moi, j'étais accompagnée justement de cette amie qui était la sœur de mon violeur, de mon bourreau. Donc à l'hôpital, on avait donné un faux nom, on avait fait déjà beaucoup de choses et donc après, elle ne m'a pas donné la possibilité... Parce que elle le disait également tout à l'heure, vous savez, le violeur, le bourreau, il est dans la famille. Les liens qui sont autour ne vous permettent pas, à vous, victimes, de sortir. Mais de plus en plus, on doit pouvoir lutter comme ça. Et c'est le parcours qu'elle donnait dont elle parlait tout à l'heure, c'est un parcours vraiment de combattant. Elle dit qu'après, il faut aller porter plainte. Supposons, vous allez à l'hôpital. Vous avez le certificat médical, vous allez à la police pour porter plainte ou même au niveau des juridictions. C'est déjà votre vis-à-vis qui ne vous croit pas. Et vous, en tant que victime, si jamais vous en parlez autour de vous, même à vos parents, puisque la victime, elle est proche de vous, ils ne vous donneront même pas la possibilité déjà d'aller. Mais supposons que vous alliez seul, ça va être encore difficile que votre vis-à-vis vous croit. Et tout ce parcours fait qu'à un moment donné, on arrête. Après, elle dit de dénoncer. Et c'est ça la plus grande difficulté pour vous que de dire, par exemple, mon cousin m'a violée. Mon père m'a violée. Mon oncle m'a violée. C'est énormément difficile. Mais je continue à le dire, il faut qu'on y arrive. Je pense qu'il y a quand même de l'espoir, nous ne sommes pas impuissantes. Il y a de l'espoir. Je disais tantôt que la peur avait changé de cas quand on a parlé de cette loi qui criminalise le viol, aujourd'hui promulguée depuis le 10 janvier 2020. Et cette loi qui est en faveur des victimes a-t-elle immédiatement été appliquée? Et nous avons eu la présidente nationale du comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dont Angela parlait tout à l'heure. Nous suivons ce reportage réalisé par Kadior Cissé et nous revenons sur ce plateau. Malgré la criminalisation du viol et de la pédophilie, les délinquants sexuels continuent de sévir au Sénégal. Des cas de viol se comptent par milliers. Je constate que dans notre pays, il y a une dérive. Il y a une dérive et à laquelle on assiste et qui va grandissante. Ce n'est pas seulement le viol, mais c'est toute la conception qu'on a de la femme, tout ce que le discours rétrograde qu'on a vis-à-vis de la femme, les comportements totalement misogynes que l'on constate et qui vont grandissant, de telle sorte qu'on est en train de vouloir nous faire croire que l'anormal est devenu normal. Le plus ahurissant, c'est quand une femme se fait violer, elle devient la coupable pour certains qui tentent en vain de justifier cet acte ignoble. On est dans un pays où le viol est banalisé, où la culture du viol est notre quotidien. On est là quand une victime, aussi jeune qu'elle est,
elle est toujours celle qui est incriminée. On demande toujours aux femmes qu'est-ce qu'elles portaient, où est-ce qu'elles étaient. Quand c'est un enfant de moins de 5 ans, on demande à sa mère pourquoi est-ce qu'elle n'était pas là. Alors que le seul responsable, la seule personne qui peut arrêter un viol aujourd'hui, c'est un violeur. Depuis fort longtemps, des générations se sont succédées dans la lutte contre le viol. La députée Ndeye Lucie Cissé a présidé pendant très longtemps le Conseil sénégalais des femmes. À un moment de l'histoire, on a pris le témoin d'autres femmes qui, depuis les indépendances, ont travaillé à la promotion de la femme sénégalaise. À un moment, le COSEF a joué quand même un rôle capital parce qu'il a réussi à fédérer beaucoup d'associations de femmes. On a fait du réseautage, notamment le réseau des femmes juristes, entre autres, et surtout l'association des juristes sénégalaises, qui nous ont beaucoup aidés. Nous avons travaillé à ce niveau, nous avons pu fédérer les femmes, je l'ai dit, et c'est ça qui a été à l'initiative de cette formidable loi sur la parité. Si la loi criminalisant le viol ne permet toujours pas d'éradiquer une telle ignominie, on se demande qui est-ce qui pourrait arrêter ces prédateurs sexuels qui sont partout et nulle part. Jean-Michel Cissé, Chabi Wens Biaou ont réalisé ce reportage. Angela, première réaction après avoir suivi ce reportage qui montre que quelques femmes aujourd'hui, malgré le fait qu'on ait promulgué une loi qui criminalise le viol et la pédophilie, nous nous sentons à la limite dépassés par les événements qui se sont récemment passés. Mariam, Louise, c'est le nom qu'elle porte, mais ce n'est pas son vrai nom bien évidemment, violée par un de ses camarades de 19 ans, elle est âgée de 15 ans. C'est tout récent encore, c'est tout frais dans nos mémoires. Et les réseaux sociaux qui s'y mêlent pour déshonorer complètement cette jeune fille-là, puisque tout à l'heure, Mariam disait qu'on a passé ça sur les réseaux sociaux. Voyez-vous, c'est anormal, c'est vraiment pas normal que la société continue à aller dans cette sorte de dérive-là. La perversité de nos sociétés africaines aujourd'hui, moi, je ne sais pas, il faut que on puisse l'arrêter. Disons-nous la vérité. Voyons-nous dans nos miroirs respectifs et disons-nous qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et tout à l'heure, dans le reportage, j'ai entendu dire qu'on se fait violer. Moi, je suis de plus en plus contre ça. On ne se fait pas violer, on vous viole. Donc c'est celui qui a violé qui a tort. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas parce que j'ai porté un habit. Et moi j'étais dans une robe bien correcte. À l'époque, à 5 ans, est-ce que je pouvais savoir ce que mes parents me portent? Donc ce n'est pas l'habit, ce n'est pas parce qu'on se rend à guicheuse ou bien une allumeuse qu'on nous viole. C'est le violeur qui a un problème, c'est lui qui est malade. Et ça, on devrait commencer à le savoir. C'est pour ça que je dis toujours que c'est les femmes. Le violeur, lui aussi, peut être malade. C'est les repères qu'il a eus dans son enfance qui peuvent également le conduire à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, c'est encore les femmes. Nous devons faire en sorte d'éduquer nos enfants de façon sécurisée. Les hommes aussi ont beaucoup de choses à faire, puisque quand vous êtes dans la famille, quand la représentation masculine que le garçon a est quelqu'un de violent, l'enfant aussi va grandir avec cette violence et demain, cet enfant garçon va exercer de la violence sur les femmes. Donc, les lois, elles ne feront pas tout, mais elles ont l'avantage d'être dissuasives. Et pour qu'elles soient vraiment dissuasives, il faut que nous, femmes, nous commençons à libérer la part. Peu importe ce que les gens pensent de vous, vous êtes vous. Et dans votre famille, il y aura bien quelqu'un qui va vous aimer et qui pourra vous tenir la main. Il ne faut pas avoir peur du regard des autres, de ce que les autres vont penser. C'est vous. Mettez-vous au centre de tout et allez-y, foncez. Et voilà. On va revenir, Angela. On va revenir. Madame Jay, rapidement. Quand vous vous faites violer, est-ce qu'il y a un travail de formation à faire? Autant envers les victimes, les parents, mais aussi envers ces hommes et des femmes de médias
que nous sommes, qui devons porter la parole, qui devons être la voix des sans-voix, les voix des sans-voix. Vu le caractère humiliant et honteux du viol, on ne peut pas se faire violer. Personne ne peut se faire violer. On est juste violé. Et là, avec les procédures assez longues, comme je disais tantôt, ça pose problème. Et ce n'est pas l'avantage des victimes de viol. Parce que par exemple, si 4 ans après, on peut faire revivre la victime, la situation du viol, ça pose problème. Donc, on pourrait par exemple durcir les peines et continuer la procédure devant le juge correctionnel. Parce que le juge d'instruction a la possibilité, par exemple, de poursuivre ou de ne pas poursuivre, d'octroyer la liberté provisoire ou conditionnelle aux mises en cause, c'est-à-dire celui qui est accusé de viol, il est dehors, pendant que la victime et sa famille sont là, ils disent que voilà, il a fait ceci et pourtant il est là à déambuler dans le quartier. Alors là aussi, ça pose problème. Je veux vraiment faire ressortir là où ça pose problème, pour éventuellement apporter des corrections ou des solutions à cela. C'est-à-dire qu'il y ait beaucoup plus de célérité dans le traitement des dossiers relativement au viol. Qu'en 6 mois, par exemple, 1 année maximum, qu'il y ait eu un jugement, qu'un délibéré soit là, qu'un accusé soit condamné à une peine, au maximum de la peine, parce que la victime est âgée de moins de 13 ans, par exemple, parce que la victime est une femme, parce que la victime est déficiente mentale, ou parce que la victime est une personne âgée, ou parce que la victime est un garçon âgé de 8 ans. Parce qu'au niveau de la boutique de droit, au courant de cette année, j'ai eu à recevoir 2 garçons âgés de 8 ans, de victimes de viol, qui ont subi une opération chirurgicale au niveau de l'hôpital. Alors là, ça pose problème. Donc, il faut beaucoup plus de célérité et que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Et qu'il y ait plus de sensibilisation afin que les familles puissent porter l'affaire devant les juridictions, qu'ils puissent dénoncer pour qu'il ait plus de... pour que ça soit éradiqué, en gros. Merci, Madame Djei. Mariam, on va revenir tout de suite. Mais avant cela, on regarde ensemble les questions que la rue pose à nos invités. Mesdames, la rue vous interpelle. Bonjour, je suis Madame Comporé Kadisso. J'ai une question. Pourquoi les victimes de viol ont souvent peur d'en parler? C'est ça, je vous dis qu'on a peur parce qu'on n'arrive même pas déjà à mettre des mots sur ce qui vous arrive. Dès que ça arrive, vous vous demandez, mais pourquoi c'est à moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour? Après, vous avez peur de ce que les gens vont penser, puisque on va commencer à vous poser des questions. Pourquoi? On ne vous croit pas. Donc vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais dans ça? Et les plus fortes vont se dire, je passe. Et dès lors qu'il y a un événement encore délétère dans votre vie, tout remonte. Mais inconsciemment aussi, vous vivez avec ça. En fait, ce n'est pas que vous avez oublié. Vous avez juste peur, est-ce qu'on va me croire? Est-ce que mes parents vont se dire, ne vont pas se dire, vous l'avez dit, on dit que vous êtes aguicheuse. C'est vous qui avez allumé le mec en face de vous. Donc, il y a beaucoup de questionnements qui vous viennent et qui vous enferment. En fait, même moi-même, jusqu'à cet âge-là, pour venir, j'ai 47 ans aujourd'hui, mais pour venir ici, en parler, vous ne pouvez pas imaginer la pression que j'ai reçue. Mais je me suis dit non, il faut que ça cesse. Donc, c'est à cause de tout ça que les victimes ont peur, elles ont peur de ne pas avoir une oreille attentive, quelqu'un qui les croit et qui les aide à sortir de ce tunnel-là, de cet abîme-là. Donc c'est pour ça qu'on se tait. Bonjour, moi je m'appelle Alpha Sadougano. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'on peut parler de viol dans un couple? Oui, là, on peut partir de la définition du Code pénal qui définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, par contrainte, par menace ou par surprise. Si tous ces éléments sont réunis, il y a bel et bien un viol. Donc, ces éléments peuvent être réunis dans le cadre d'une union matrimoniale, c'est-à-dire dans le ménage. Donc, c'est fort probable, j'ai eu à voir ça.
Et il y a même un juge qui avait condamné un époux pour viol conjugal. Parce que l'épouse s'en est sortie avec des séquelles, avec des blessures d'une gravité extrême. Voilà. Si les conditions du viol sont réunies, alors là, le viol est consommé. Messieurs, quand votre épouse vous dit non, je ne veux pas, c'est non. Si vous insistez, vous l'avez violée. La troisième question, la rue vous interpelle. Aboubacar Demba Sissoko, journaliste à Dakar. La question que j'aimerais poser est la suivante. Peut-on se relever d'un viol? Oui. Oui, on peut se relever. C'est possible. Je suis là et j'ai 2 enfants, j'ai connu le mariage. Je suis un spécialiste en communication. Je suis tout ce que je suis aujourd'hui. Je me suis relevée. Mariam, l'émission est terminée. Oui. En tout cas, bravo pour votre courage, votre détermination. Et je vous encourage beaucoup. Vous avez inspiré d'autres femmes, vous avez donné le courage à d'autres femmes qu'en voyant, elles prendront la parole, elles briseront le silence. De plus en plus, il faudrait qu'on en parle et qu'elles désignent, qu'elles dénoncent, comme disait Madame Dieye. Madame Seynabou Dieye. Oui, elle est forte, je l'encourage moi aussi. Mais il faut lutter contre l'impunité. On doit lutter contre l'impunité. Pour ce faire, nous exhortons aux autorités compétentes, celles qui sont habilitées à appliquer la loi, de l'appliquer dans toute sa rigueur. Parce que maintenant, avec les peines planchées, il n'y a plus possibilité de condamner en dessous de 10 ans. Donc, ce que nous devons encore une fois faire, c'est de soutenir les victimes de violences, de les soutenir, de les soutenir, de les soutenir. Mais aussi de dénoncer les auteurs. Il faut que les auteurs soient dénoncés. Merci. Merci à vous aussi. Madame Seynabou Dieye, vous êtes la coordonnatrice de la boutique de droit de Thiès. Je rappelle que les boutiques de droit sont implantées un peu partout au Sénégal par l'Association des juristes sénégalaises. Et cette association existe depuis 1974 au Sénégal. Angela Pedia, vous êtes journaliste spécialisée en communication et vous êtes spécialisée en questions de santé également. Vous avez été victime de viol. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau de Panafricaine pour libérer la parole. Je pense que l'exercice a été très éprouvant et très difficile, mais ensemble, nous avons essayé de vous permettre de libérer également la parole. Mesdames, Messieurs, merci encore une fois. Et je dis toujours qu'on commence par un acte. Ça veut dire ce qui se passe et dénoncer. Dénoncez vos bourreaux. Merci. Au revoir. À très bientôt dans Panafricaine.